On démarrait cette rencontre intitulée S'extraire du quotidien pour écrire autour de ce que peut une résidence d'écrivain avec 3 invités qui ont fait, qui font, qui feront la résidence d'écrivain portée par Lecture en Tête et le festival, la résidence d'écrivain de Mayenne. Je vais vous présenter rapidement tous les 3. Alors, les lady first. Elsa Jonquet-Kornberg, vous êtes l'autrice d'un premier roman pour lequel vous étiez invitée au festival l'an dernier. Il y aurait La Petite Histoire, publiée chez Inculte. Et vous serez l'autrice en résidence d'écriture pour la saison 2024-2025. Bienvenue en Mayenne, Elsa. Je crois que vous allez démarrer en octobre. C'est encore en train de se construire. On va en parler. Et on va voir ce que vous en attendez de cette résidence et de ce que vous proposez aussi, parce que une résidence d'écrivain, c'est 70% de temps d'écriture et 30% de médiation culturelle. Et évidemment, cette médiation, elle se monte avec l'équipe de Lecture en Tête, avec les médiathèques, etc. Denis Michelis. Oh, enchanté de vous rencontrer, Denis Michelis. Denis est un habitué du festival, 5 romans publiés, invité en 2015 pour le premier roman, La chance que tu as. Denis, vous étiez, je dis vous, c'est un peu compliqué là, on va vous voûter beaucoup, mais vous étiez en résidence d'écriture en 2018-2019. 2019, c'est l'année de publication d'État d'ivresse chez Notabilia, enfin collection Notabilia, édition noir sur blanc. Et là vient de paraître Amour fou, extraordinaire Amour fou. Si vous ne l'avez pas encore lu, il faut le lire. Et ben, vous allez nous raconter un peu ce que vous avez fait ou pas fait pendant cette résidence. Et puis Néhémie Pierre Dahomet. Néhémie, bienvenue. 2 romans publiés au Seuil, Rapatrié et Combat. Hop, Combat. Néhémie, vous êtes en train de terminer votre résidence en ce moment pour l'écriture de votre 3e roman. Et vous allez nous en parler un petit peu. Alors évidemment, on va parler d'écriture, de ferment de création, peut-être de territoire aussi. Qu'est-ce que le territoire fait à la création et qu'est-ce que la création fait au territoire ? Je voudrais juste rappeler que pour les créateurs qu'ils sont tous les 3 et en général, une résidence pour un auteur ou une autrice, c'est aussi un moyen de subsistance. C'est-à-dire que c'est 3 mois où ils sont rémunérés et où ils n'ont pas à se poser la question de savoir comment ils vont bouffer à la fin du mois. Je vous rappelle que ce sont des métiers extrêmement précaires et que c'est très compliqué de vivre de la vente de ces livres et que c'est par ces résidences, par les festivals que nos auteurs vivent. On évacue la question financière, hein, mais elle me semble quand même très, très importante et un peu trop mise en sourdine. Et vous êtes d'accord d'ailleurs avec ça, Denis, de ce principe de... Parce que c'est pas la seule résidence que vous avez faite dans votre carrière d'écrivain. Longue carrière. Cette longue carrière d'écrivain. D'avoir cette question financière qui est un peu mise à l'arrière du cerveau le temps de la résidence. Est-ce que ça aide à se libérer l'esprit pour créer ? Ah oui, moi surtout je venais, j'étais longtemps journaliste en télévision où je gagnais plutôt bien ma vie, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous les journalistes, mais disons que la télé, voilà, c'est encore un endroit où on est payé correctement. Et j'avais, je ne sais pas pourquoi, je ne le referai pas aujourd'hui, mais j'avais totalement arrêté ce métier. Quand mon premier roman a été publié, je me suis en effet lancé dans toutes les aides possibles que l'État, les pouvoirs publics pouvaient allouer à un écrivain. Donc j'ai eu des aides du Centre national du livre, j'ai fait beaucoup de résidences. Et oui, bien sûr, je n'ai vécu dans un premier temps, dans les premières années de publication, uniquement de résidences et d'aides diverses et variées. Donc oui, bien sûr, c'est primordial. D'ailleurs, c'est ça qui, on pourra peut-être pas en reparler, mais c'est vrai que ce n'est pas le privé, finalement, c'est pas l'éditeur qui prend en charge
l'écrivain, puisque nous ne gagnons que 10% sur un livre, ce sont les pouvoirs publics. En fait, c'est l'État qui aide. Ce qui est un peu, ce qui est bien, mais il faudrait peut-être que les éditeurs mettent un peu la main à la pâte, mais c'est un... À la poche. À la poche. Oui, pas la main à la pâte. Un fil à la pâte, la main à la poche. Mais c'est un autre débat. Donc oui, heureusement que ces résidences existent, parce que si on n'a pas un travail salarié régulier, on ne peut absolument pas en vivre. Alors cette résidence ici à Laval, c'est une résidence de 3 mois répartie par période minimale de 2 semaines, d'octobre à mai. C'est modulable, ça se monte ensemble. Vous postulez pour venir. Néhémie, Pierre Dahomey, on va commencer par vous, puisque là c'est tout frais, c'est en cours. Comment ça se passe, comment vous avez eu envie de postuler, de venir en Mayenne, et puis qu'est-ce que vous avez proposé à Lecture en Tête pour cette partie de médiation culturelle qui, j'imagine, quand on fait ces propositions-là, on essaie qu'elles soient en lien avec le projet d'écriture en cours, ou est-ce qu'au contraire on fait autre chose? Merci de la question et de l'invitation. Bienvenue à toutes. La première chose, premier aspect de la question, c'est comment j'ai postulé. Alors, une vraie rencontre a eu lieu avec le Festival du premier roman, parce que, comme toute belle amitié, ça commence par la détestation. Je n'ai pas été choisi pour mon premier roman à Laval quand je l'ai publié, ce qui était une déception fondamentale dont je ferai toujours reproche à Laval. Et il regarde Anne-Sophie. En regardant Anne-Sophie très méchamment. Alors, il se trouve par ailleurs que après la publication de ce premier roman, il y a un deal, pour ainsi dire, un commerce étrange entre Laval, en tout cas il y avait à l'époque, et la Société des gens de lettres. Quand on a le prix de la Société des gens de lettres, en l'occurrence le prix Révélation, on est invité d'office à l'année suivante du premier roman à Laval. Donc j'ai eu le prix Révélation, premier roman de la Société des gens de lettres. Voilà comment je me suis trouvé en 2018 à Laval pour la première fois. Comment vous avez forcé la porte? J'ai forcé la porte et je l'ai dit dès cette fois-là. Donc la rencontre a eu lieu ici, sous le chapiteau, et j'ai participé donc comme primé. J'ai lu des extraits, fait des entretiens, etc. avec Carole Zalberg, à l'époque secrétaire générale de la Société des gens de lettres, écrivaine elle-même. Et j'ai continué donc à garder ce contact avec Laval et à voir Laval dans un coin de mon œil. Je me suis dit c'est très bien comme ça. Il s'est trouvé que le soir, comme font souvent les auteurs en résidence, on a été boire un tout petit peu, pas beaucoup, dans un bar pas loin. Et au retour de cette beuverie, je devais écrire des poèmes dans le cadre des activités paralittéraires pour des enseignants en Île-de-France. Et le poème m'est venu vraiment au bord de la Mayenne. C'est un long poème, enfin de 2 pages bien pleines, que j'ai appelé What is Freedom, mais le poème est en français lui-même, mais le titre est en anglais. Et donc, quand j'ai repostulé pour la résidence, enfin quand j'ai postulé pour la résidence, j'ai fait valoir cette inspiration lavalloise. Je leur ai dit, j'ai écrit un poème que j'ai vendu comme absolument magnifique au bord de la Mayenne. Et puis j'ai proposé 2 activités que j'ai le plaisir de faire, entre autres, 2 ateliers. L'atelier du musée de l'objet fétiche, enfin c'est très simple, j'essaie d'identifier avec les participantes un objet qui aurait pour elles, on va dire, pas forcément une valeur affective, mais une valeur particulière dans le sens où ça arrivait un conflit, où ça arrivait un souvenir quelconque. On identifie cet objet, on écrit une nouvelle, probablement, le plus souvent en tout cas, autour de cet objet. Donc, c'est très difficile d'écrire en atelier, en tout cas pour moi de faire écrire en atelier, parce que les gens sont souvent très pudiques. Il faut les amener à se dévoiler. Et du coup, je leur fais lire aussi. Mais comme je suis un peu taquin, j'ai ajouté une difficulté à la difficulté. J'ai proposé un atelier qui s'appelle éthique érotique, où fondamentalement, bon, éthique j'ai mis pour pas faire peur, mais fondamentalement, je fais écrire des textes de cul. Et c'est-à-dire que au début, quand on arrive en disant on va faire un atelier où on écrit des textes de cul, bon, tout le monde est un peu scandalisé. Bon, je vais pas raconter ma vie de cul à ce mec que je connais pas.
Et j'ai pu créer la confiance et on n'est que 2 garçons à l'atelier pour 12 femmes, 11 femmes, moi et Antoine, et avec donc 11 femmes de toutes, de tout âge, un panel très large, etc. Et je ne vous lirai pas ce qu'elles écrivent parce que c'est interdit au moins de 50 ans. Donc, faut avoir une expérience de la vie très dense pour lire ces choses. Donc, elle se lâche. Et par ailleurs, donc, je travaille moi-même sur mon 3e roman ici à Laval. Qui a un lien avec l'érotisme? Oui, alors, vous me cherchez, hein. Elle est femme, de plus de 50 ans. C'est la première fois que j'écris un livre à la première personne. D'habitude, enfin, mes 2 premiers romans, c'était des histoires, donc à la 3e personne, assez éloignées de moi, Mon premier roman, Rapatrié, raconte l'histoire d'une femme qui fait adopter ses 2 enfants à un moment donné. Donc, il ne vous a peut-être pas échappé que je suis pas une femme, je suis encore moins mère. Et le 2e roman, c'est Combat, c'est l'histoire d'une jeune reine chanterelle, une jeune diva parolière qui a 13 ans, donc c'est pas moi non plus. Mais là, pour le 3e, je suis sur une histoire plus proche de mon personnage réel et où je m'inspire, je travaille sur l'arrivée concomitante de la sexualité et de la littérature dans ma vie. Ça s'est passé vraiment à peu près à la même période et ça m'intéressait de savoir comment le geste érotique et le geste littéraire, indépendamment l'un de l'autre, peut arriver dans la vie de quelqu'un, à savoir le double littéraire sur lequel je travaille. Donc, les 2 moments charnières du roman sont nécessairement, du coup, la première masturbation et la première lecture, quoi. Bon, 2 choses semblables mais différentes autour desquelles j'essaie d'écrire. Alors Elsa Janquet-Kornberg, l'arrivée de la sexualité, de la littérature... non, c'est pas le sujet. Vous allez arriver là bientôt. Vous êtes l'élu, parce que finalement c'est un élu ou une élue par an. Vous étiez monteuse pour le cinéma et le documentaire. Là, vous arrêtez pour prendre du temps pour écrire. Il y a aussi un côté saut dans le vide, j'imagine. Et qu'est-ce que vous attendez de cette résidente? Et puis, qu'est-ce que vous êtes en train de monter avec... j'imagine que c'est pas tout à fait fini. Mais... Alors, ce que j'attends de la résidence, déjà, oui, c'est du temps payé, en fait. Parce que finalement, on n'est jamais payé pour écrire. Et je ne sais pas si c'est un saut dans le vide d'arrêter le montage. Moi, tout le monde me disait qu'il fallait surtout pas arrêter, que l'intermittence, ça allait pas exister encore pour longtemps et qu'il fallait en profiter. Et c'est vrai que moi, je me disais, c'est formidable de monter un film 3 mois, travailler pour moi en écrivant en 2 mois, que le montage, les rencontres, les films documentaires nourrissaient... il y avait un truc d'émulation, quoi. Mais en fait, j'arrivais pas du tout à maintenir le lien avec les textes. Et j'ai commencé à réussir à aboutir à un texte juste après le Covid, quand il n'y avait plus de boulot. Et donc, pour moi, la résidence, c'est avoir un moment où je suis tranquille, avec la question financière. Et il se trouve que le roman que je suis en train d'écrire a pour décor, comme toile de fond, un village qui pourrait être en France, où on aurait déjà commencé à enfouir des déchets nucléaires à longue vie, comme ça sera bientôt le cas sûrement à Bure. Et il se trouve qu'en Mayenne, il y a eu dans les années 2000 une lutte assez musclée contre un projet d'enfouissement nucléaire. Et j'ai pas spécifiquement besoin de faire des recherches là-dessus, parce que Bure est une lutte très documentée et que je vais pas, moi, dans le roman, rentrer dans des considérations techniques. Mais ça m'intéresse beaucoup de pouvoir rencontrer des gens et déjà de savoir comment la lutte s'est effectivement passée et les représentations que se faisaient les gens de ce que ça allait être d'avoir sous leurs pieds potentiellement des déchets potentiellement très dangereux, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans le fait d'avoir ça comme toile de décor, c'est l'idée que ces déchets, ils sont censés être radioactifs pendant encore 100 000 ans.
Et 100 000 ans, bon, on ne peut pas se représenter ça, et ça pose d'énormes questions de marquage et d'oubli, de transmission aux générations futures, pour prévenir, attention, ne fouillez pas. Des gens proposent d'oublier, de ne surtout pas signaler, parce que on sait que les gens sont curieux et que si on signale, mais on ne sait pas dans quelle langue il faudrait signaler si on signalait. On a du mal à trouver. Il y a plein de sémioticiens qui travaillent là-dessus, hein, et on ne trouve pas par exemple, on ne trouve pas de symboles dont on est sûr qu'ils seront compris plus tard. Et moi, j'avais envie que, dans la tête de mon personnage principal, là, à l'arrière-fond de sa vie, il y a toutes ces questions-là. Comment lui peut réussir à construire sa petite vie, alors que les questions qui se posent à l'humanité, c'est comment on fait pour parler aux gens dans 100 000 ans. Et donc, je vais pouvoir enquêter un peu ici. J'ai aperçu un truc, je viens de comprendre ce qu'on vous a remis. Oui, on en oui. parle juste après. Denis, donc la résidence, c'était 2018-2019. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Moi, alors, vu de l'extérieur, j'ai l'impression que, outre ce temps pour écrire, or on y arrive, on n'y arrive pas, ça dépend des moments, etc. Mais j'ai l'impression qu'elle vous a apporté un long compagnonnage avec le festival. Il y a aussi cette question de la durée, en fait. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à la maison quand vous venez à Laval. L'année dernière, vous étiez derrière le bar. Moi, je sais que c'est notre rendez-vous annuel. Pour moi, je viens à Laval, il y aura Denis. Et ça, je pense que... Est-ce que quand on est écrivain, c'est aussi rassurant d'avoir ces compagnonnages-là ? Et est-ce qu'il aurait eu lieu sans la résidence ? De toute façon, je ne peux pas dire le contraire, puisque j'ai la programmatrice, la responsable, la patronne qui me fixe avec des yeux noirs. Oui, bien. Alors, d'ailleurs, ce que tu disais m'a rappelé que j'ai eu un premier refus pour la résidence. J'avais postulé une première fois et vous ne m'aviez pas accepté. Je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Oui, je ne sais plus. Je ne devais pas être assez convaincant. Oui, parce qu'il y a tout un entretien d'embauche presque. C'est très précis. D'abord, ce que ça m'a permis, c'est de mieux connaître le territoire, parce donc tu parlais de ces 30% de médiation culturelle. Moi, j'avais choisi de proposer des ateliers d'écriture. J'étais au début de la création d'ateliers, j'en avais pas fait beaucoup. Je revenais de Québec, où j'avais passé 2 mois en résidence, et j'avais fait mon premier atelier. C'était aussi très très érotique là-bas, mais c'était pas une proposition, mais voilà, tous les participantes faisaient des textes érotiques, donc c'était pour moi très très nouveau. Et quand je suis venue ici, j'ai commencé à tester tout un tas d'ateliers avec des participants, donc j'ai sillonné beaucoup le territoire. Donc ça a été hyper intéressant. J'ai fait des ateliers aussi en hôpital de jour. Et puis oui, bien sûr, un lien s'est tissé. C'est surtout ça qui est sorti de ces 3 mois, parce que on était en plus là, le lieu de résidence était à 2 pas de Lecture en Tête, donc on se voyait très très souvent. Et puis après, une amitié est née. Donc ça, c'est très important. Je le disais, je crois hier en table ronde, c'est très important pour un auteur d'être désiré, d'être attendu, parce que voilà, on écrit souvent dans la solitude, on écrit dans le silence, on ne sait pas si les projets aboutiront, on n'est jamais certain que le livre paraîtra. Et bon, quand on a la chance comme moi d'avoir des éditeurs, des éditrices qui de temps en temps vous attendent, mais c'est pas le cas de beaucoup d'auteurs. Donc savoir qu'il va y avoir un rendez-vous, pas forcément annuel, mais savoir qu'on sera réinvité, ou sinon on se réinvite. Parfois, je dis tu m'invites, j'espère cette année. Donc il y a comme ça, des liens qui se tissent. Et oui, c'est le seul endroit, c'est la seule ville après Paris dans laquelle je me rends aussi souvent. C'est vraiment ma deuxième ville. J'avais une amie écrivain qui me disait, il n'y a pas encore de statue à ton effigie à Laval. Je dis mais bientôt. Je l'attends avec impatience. Y a-t-il un plasticien ou une plasticienne dans la salle ? Alors si c'est plasticienne, tu seras peut-être à poil sur la statue, vu qu'apparemment, les Lavaleux. Tu disais le côté statique de l'écrivain. Effectivement, il y a une solitude, il y a un côté extrêmement... Alors statique, on sait bien que... On met le corps en mouvement quand on écrit malgré tout, mais bon. Est-ce que cette différence de rythme
être seul à son bureau, en train d'écrire, de réfléchir. Et puis, c'est 30% là, de médiation où on se déplace, parce que c'est sur tout le territoire de la Mayenne, hein, tout ne se passe pas à Laval, je le rappelle. Est-ce que c'est difficile, ça, parfois ? Est-ce que parfois, on n'a pas super envie d'y aller, parce que ça y est, on tient le bon bout d'un chapitre, et pas de... et on se... Je me bidonne toute seule, pardon Néhémie. Et on se dit, flûte, faut que je m'arrête parce que j'ai mon atelier d'écriture à donner. Est-ce que ces changements de rythme-là, parfois, ils sont un peu perturbants dans la création ? Alors, pour ce qui est des 30%, c'est une formalité, on va dire, complètement informelle, parce que comment envisager 30% du temps de travail d'un auteur ? Je ne sais même pas combien de temps je travaille moi-même. Je suppose qu'il s'agit de 30% sur les heures habituelles de travail au bureau, 30% de 35 heures. Enfin, c'est voilà, c'est quelque chose que les régions disent, les municipalités disent, mais c'est difficile à évaluer. Je sais par ailleurs que Lecture en tête fait très attention et propose vraiment un calendrier d'activités et me demande, je le dis à la première personne, mais je suppose que ça se passe comme ça pour toutes les autrices et auteurs, demande est-ce que ça te va, ce calendrier, est-ce que tu veux qu'on déplace telle activité ici ou là. Donc il y a cette flexibilité qui permet quand même de ne pas être étonné quand on doit laisser l'écriture pour aller vers la médiation. Je suis d'accord d'appeler cela la médiation parce qu'il est vrai que c'est pas le même métier. C'est-à-dire, bon, il se trouve que moi j'aime faire ça, j'ai été comédien jusqu'à 2015, j'aime beaucoup, donc toute ma jeunesse, j'aime beaucoup participer avec les gens, discuter, etc. Mais il peut arriver qu'un auteur excellent par ailleurs n'aime pas du tout faire de la médiation, animer des ateliers. Bon, ça arrive. Et il peut même arriver que cela soit quand même porté à faire des résidences, vu la précarité et le besoin de temps dont on a parlé tout à l'heure. Donc, oui, de temps en temps, comme tout moment d'écriture, il peut arriver que j'ai pas envie de quitter pour aller vers n'importe quelle autre activité, y compris les ateliers ou les débats, etc. Mais le plus souvent, ce n'est pas une surprise. Hein, pour te répondre très directement, le plus souvent, je sais très bien que j'aurai cet atelier-là, je me suis déjà préparé mentalement. Alors, la question subsidiaire serait, est-ce que j'ai besoin de ce temps d'échange ? J'aime vraiment bien parce que, comme je l'ai dit, c'est une habitude, mais je suis quand même quelqu'un de très solitaire. Je peux vraiment rester chez moi très longtemps autour de la lecture et l'écriture. Ça ne me pose aucun problème. Et en relisant vos livres là pour préparer, alors Rapatrié, il y a une partie à Haïti, une partie en France, une partie aux États-Unis, ça bouge beaucoup. Mais dans Combat, c'est clairement Haïti qui est là. Et je me disais, qu'est-ce que le territoire mayennais peut apporter à Néhémie ? Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que mon prochain livre se passera à Laval. Je suppose que non, parce que j'ai déjà commencé d'ailleurs. Déjà, la résidence s'apporte elle-même, apporte le temps d'écriture qu'elle représente. S'agissant de savoir est-ce que je suis content d'écrire à Laval même, oui, parce que tout simplement c'est là que je suis en résidence. Mais quand on est en résidence, en tout cas dans mon cas, on efface beaucoup la ville, vraiment. C'est-à-dire, je suis plus en résidence dans l'appartement donc qui se trouve au Pommeraye que à Laval en général, parce que je ne sors pas beaucoup, je me rends compte. Je fais les jours, je vais à Paris vraiment en cas de grande urgence, je fais les jours, mais je ne sors pas des masses. Hein. Et Combat se passe donc principalement dans un milieu rural du 19e siècle. Le prochain roman sur lequel je travaille se passera beaucoup donc dans mes quartiers d'enfance et un peu à Paris. Vu ce que j'ai lu à Laval, peut-être qu'il y aura certaines influences, mais plus de la lecture que du lieu, quoi. Elsa, je disais tout à l'heure que j'avais assisté à une scène ce midi, j'imagine d'une dame de l'association qui sait pourquoi vous arrivez, sur quel sujet, qui est arrivé avec un dossier, il avait écrit non en gros. Donc, et en fait, ça y est, la résidence, elle est commencée, il y a déjà des gens qui vous apportent de la matière, là. Parce qu'on en avait parlé au fameux entretien d'embauche.
et que en fait le mari de cette dame lui-même a été assez présent au moment de cette lutte, et il y a eu comme souvent quand il y a des luttes un peu historiques, à un moment où on édite la documentation sur les projets contre lesquels on se bat, et on témoigne de comment on s'est organisé, et je disais, ah bah oui, il me faudrait ces documents, et voilà. Même pas encore arrivé Voilà. en résidence, que vous avez déjà la doc, c'est pas mal. Voilà. C'est l'aval. Oui, parce que pour rebondir sur ce que tu disais, moi j'ai écrit un roman, ce petit roman, dans une maison d'édition qui est pas très grande non plus, où j'ai été très bien accueillie, j'étais très contente, mais il y a aussi, voilà, on écrit tout seul, le fait d'être choisi. Ah oui, moi quand je l'ai su, pendant 15 jours, j'avais jamais aussi bien écrit, aussi efficacement que depuis longtemps, quoi. Ça relance un peu, quoi. La question de prendre un peu confiance en soi, moi, quand j'ai candidaté, j'ai envoyé un dossier énorme, une note d'intention énorme, 2 chapitres, les 2 premiers chapitres du roman. Et donc oui, confiance en moi, mais aussi est-ce que ce texte il est attendu, voilà. Et sur ce que vous avez proposé, ce que vous êtes en train de monter justement sur la médiation littéraire, est-ce que vous avez déjà animé des ateliers d'écriture? D'écriture littéraire, non, mais j'ai donné beaucoup de cours de montage à des jeunes, et des ateliers de montage aussi dans une association d'insertion de jeunes gens. Et donc c'est pas du tout pareil, hein, mais j'étais monteuse de documentaires. En documentaire, on écrit, on réécrit beaucoup pendant le montage. Moi, j'étais assez excitée en fait je pensais pas, et en fait en les écrivant et en les pensant les ateliers, j'avais envie qu'il y ait un truc assez collectif au sein des ateliers. On va en rediscuter exactement de ce qu'on choisit et de ce qu'on fait, mais ce qui est au sein de la moitié de ce que j'ai proposé, il y a l'idée qu'il y ait quand même des temps collectifs, soit dans l'élaboration de petits scénarios et qu'après chacun écrit ses propres textes, soit dans un moment de réflexion autour d'un texte ou d'une image, même tout simplement de brainstorming, mais où il y a un moment d'émulation collective et de réflexion collective. Vous dites tout d'une image, parce que je me disais, vu d'où vous venez, peut-être que va y avoir autre chose que quelqu'un qui vient que de la littérature. Oui, après moi, mon métier, le montage, c'était quand même de la dramaturgie en fait. Et surtout en documentaire, on a, je sais pas, au moins au bas mot une 50aine d'heures de rush pour 1 heure de film. Bon c'est sûr qu'on repense c'est quoi le début, c'est quoi le milieu, c'est quoi la fin, mais c'est tout bête, hein, mais le vocabulaire technique du cinéma, l'ellipse, le hors-champ, le son, c'est sûr que ça donne des idées de contraintes techniques. Moi, quand j'ai écrit ce roman, je m'en suis pas rendu compte, mais après coup, c'est pas un roman cinématographique du tout, mais il y a des effets d'ellipse et il y a 4 parties très découpées, et après je me suis dit tiens, c'est marrant, j'ai quand même pensé comme des grandes séquences, quoi. Donc, mais oui, amener des photos, amener des images et même des séquences. Moi, je trouve ça super, tout simplement pour déjà débrider l'imagination et faire exister des choses auxquelles on pense souvent pas, comme par exemple le son. Le son, les rapports de caméra, tout ça se transcrit en idées, pas forcément pour imiter un mouvement de caméra, hein, mais peut se transcrire en idées, en sensations, en rythme, et on peut se servir de tout ça pour rentrer dans un texte, quoi. Merci Elsa. Denis, je peux juste dire quelque chose. Tu peux Donc il y dire aura tout ce des que tu veux. ateliers. J'ai proposé des ateliers qui tournent quand même pas mal autour où il y aura du collectif, et 2 séances que je pense comme un petit séminaire de lecture autour des chiens dans la littérature du XXe siècle et des chiens politiques. Donc il y aura un chien qui a été gardien des romans, hein, comment des romanciers se sont emparés de la figure du chien pour dire quelque chose du XXe siècle. Donc il y aura des chiens de berger à Treblinka, un chien de berger au Goulag et un
Un livre de Virginia Woolf et un chien qui est témoin du stalinisme en Hongrie. Voilà. C'est génial. J'avais fait... Denis, sur le trottoir hier en venant, je crois, vous me disiez qu'il y avait un truc qui vous avait quand même marqué dans le souvenir de cette résidence. C'est le nombre de bibliothèques et l'importance des bibliothèques sur le maillage du territoire. Oui, alors on entendait je crois que c'était le maire et le directeur du département en parler. Alors après, j'ai pas vérifié s'il y avait plus de médiathèques en Mayenne qu'ailleurs en France, parce on défend souvent son territoire. Mais c'est vrai que moi qui viens alors je vis à Paris, mais j'ai grandi dans le nord de la France. J'ai vécu ailleurs, à Strasbourg, à Bordeaux, mais je suis pas, je l'avoue, je fréquente pas beaucoup les médiathèques, donc c'était vraiment un milieu que je connaissais très très mal. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, je pouvais venir dans des coins les plus éloignés de Laval et les plus ruraux. Et il y avait une médiathèque magnifique après l'autre, hyper décorée, avec vue sur un lac. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces endroits ? Enfin, absolument hallucinant. Donc c'est pour ça qu'on en parlait avec J'ai fait un atelier d'écriture avant-hier avec des jeunes lycéens, justement d'un lycée agricole, qui étaient très curieux de savoir si leur carte fonctionnait dans toutes les médiathèques. Donc on a discuté avec eux et je leur disais, mais vous avez vraiment une chance incroyable. En plus, il y a des navettes maintenant, d'un lieu à un autre. On peut commander un livre qui est à Laval si on habite à 50 km. Et je disais, il n'y a pas d'excuse pour ne pas lire. Donc c'est vrai que j'étais très impressionné par ce maillage très riche et d'offres culturelles. Et je trouve que c'est une chance, et qu'on a une chance ici en particulier et en France en général, d'avoir cet accès à la culture entièrement gratuit. Donc ça m'a beaucoup je sais pas, j'ai trouvé ça très réconfortant, et j'ai tiré comme une certaine fierté, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment, à vivre en France. Voilà, d'avoir cet accès à la culture, à la lecture, et aussi aux auteurs, parce que j'avais emmené un ami à l'époque pendant ma résidence, parce qu'en fait j'étais à cheval sur une publication, c'est-à-dire je suis arrivé fin 2018, et en 2019 État d'ivresse a paru. Il se passait pas trop grand-chose au début autour du livre, sauf ici, puisque comme j'étais invité, des rencontres ont été organisées. Je me suis retrouvé pareil dans de petits endroits, avec des gens qui venaient me lire, acheter des livres, préparer du café. Je trouve ça très, très touchant. Il a été très touché aussi, il m'a dit, ah bon, tu te rends compte, ces gens sont venus pour toi. Et ça, c'était aussi grâce à la résidence. Enfin, c'était surtout grâce à la résidence. Denis parlait des scolaires. Néhémie, vous avez fait des choses avec les jeunes ? Oui, pas des scolaires, mais j'étais à l'université. Comment s'appelle l'université ? Parce que je vois mon hôtesse qui est là. Université catholique de l'Ouest. donc j'ai animé une matinée quasiment. Enfin, on a fait 2 heures, 3 heures. Alors, ils ont fait des choses intéressantes. On réécrit des parties de Rapatrié de mon premier roman. Et on m'ont posé des questions auxquelles j'ai dû répondre, mais pas des questions sous forme vraiment comme on fait là, sans grand piège, en toute bienveillance. Non, c'était des questions avec des pièges, des machins. Mais je peux si tu veux. Hein. Ben, tout à fait, moi je suis prêt. J'ai vraiment beaucoup aimé l'exercice. Mais les scolaires en tant que tels, non, je n'ai pas eu. Il était censé y en avoir, il y en a eu dans le cadre du festival cette semaine. Mais comme je suis mesquin et revanchard, j'ai dit non à Anne-Sophie. Parce que comme elle m'avait dit non à une autre occasion, je lui ai dit non, je ne veux pas faire ces ateliers. Donc, donc je ne les ai pas faits. Ah, c'est toi qui as ramassé le boulot, Denis? Voilà. C'était pas le premier choix. Allez, on se casse. Non, il y a une justification. Il y a une justification, Denis. La justification étant que c'est l'auteur en résidence qui est le premier choix sur les ateliers avec les scolaires. Enfin, j'essaie de. Elle est belle, la liane. Elle est belle. Tu t'es bien raccroché. Ouais. Non, mais à la vérité, il y a pas eu de scolaire, à part donc les jeunes qui sont vraiment 17, 18 ans.
Un peu plus, peut-être 19. À l'université, ils ont le bac, donc un peu, au-delà de 18. 19 ans. Et bon. Mais on a autant de plaisir à écrire avec les personnes qu'on rencontre dans les médiathèques diverses, effectivement. On a écrit à Château-Gontier. Gontier. Je m'excuse. Vous savez, il y a un poète haïtien qui disait souvent « La mémoire est très soluble dans l'alcool ». Donc, voilà pourquoi j'oublie Château-Gontier. On a écrit, donc, ouais, j'ai constaté aussi ce maillage très présent en France de médiathèques. En d'autres endroits, ça peut l'être aussi, mais il se trouve que sur la région de la Mayenne, c'est en général des locaux très, très sympathiques, vraiment. À Château-Gontier, je trouve les médiathèques sont vraiment très sympathiques et c'est des endroits que j'adore. Je dois toute mon activité d'auteur au fait de lire dans des espaces publics. J'ai commencé à lire assez tard, parce qu'il y en a qui commencent bien plus tôt, vers 16 ans. Et donc, j'ai tout de suite commencé à lire de la littérature générale, c'est-à-dire, oui, la littérature pour adultes, quoi. Je n'ai pas beaucoup lu de BD ou de livres spécifiquement pour enfants. Tout de suite, c'était dans des bibliothèques nationales, dans des CDI, tout de suite, c'était dans des espaces publics, au point que jusqu'à présent, quand je suis pas en résidence, quand je suis à Paris, je travaille encore dans des espaces publics. Je vais à Beaubourg, je sors régulièrement de chez moi pour aller travailler dans une bibliothèque à Paris 8, où j'ai fait mes études, ou à Beaubourg, où vraiment, j'adore travailler dans des espaces publics. Mais vous aimez la solitude. C'est la solitude entourée. Quand on travaille, on n'est pas vraiment avec les autres. Déjà, je peux rester longtemps chez moi, mais de temps en temps, pour se balader, je m'oriente vers une bibliothèque. J'habite dans le 19e arrondissement à Paris, donc je descends par Gare de l'Est, je traverse tout le boulevard Sébastopol. C'est vraiment une marche que j'aime beaucoup faire, parce que je me retrouve après à la bibliothèque, à Beaubourg beaucoup, à un moment beaucoup à Paris 8, je l'ai dit. Mais on continue à être seul quand on travaille dans un espace public. C'est juste qu'on se donne ce temps dédié. C'est un peu pour ça qu'on est là, pour parler de temps dédié. On se donne ce temps dédié, y compris au cœur de la ville. Et ça, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup faire. Après, j'ai attrapé ça aussi, et donc quand j'ai commencé à lire, mais aussi à l'université, j'ai beaucoup travaillé dans des bibliothèques comme la plupart des étudiants. Mais moi, j'aimais ça, j'aimais beaucoup ça. J'entends des gens qui n'aiment pas ça parce qu'il y a trop d'activités à côté. Ça me dérange pas du tout. J'arrive vraiment à me concentrer. Et le plus souvent, les gens font silence. Alors, il y a toujours 2-3 personnes, on ne sait pas pourquoi, qui trouvent que c'est le meilleur endroit pour péter leur conversation. Mais le plus souvent, les gens font silence, quoi. Elsa, est-ce que... c'est un peu la petite dernière, celle qui a juste un livre publié. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai un peu ressenti dans les discours des différents auteurs qui sont passés en résidence à Laval pour la journée professionnelle en février. Il y a Karim Katan qui était là. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait aussi une question de confiance avec l'association Lecture en Tête. D'accompagnement, un accompagnement, Néhémie et Denis pourraient nous en parler aussi, qui est dosé un peu en fonction de vos besoins, quoi. S'il y a besoin d'être entouré, je crois que Karim aime moins la solitude que Néhémie, par exemple. Et Karim, il passait tous les jours à l'assaut. Toi aussi, hein, quasi. Oui. T'avais rien à faire, donc tu passais. Et cette question de confiance, vous l'avez dans un coin de la tête ou finalement En tout cas, moi je suis venue l'année dernière. C'était une édition un peu plus courte, mais c'était très chaleureux et je me suis sentie accueillie très chaleureusement. Et quand j'ai reçu l'appel à candidature, moi c'était la première fois que je demandais une résidence et je sais pas, je pense que je n'osais même pas le faire avant, et là en tout cas je l'ai fait sans me poser de questions, quoi. Et que ce soit à l'entretien ou après, on m'a beaucoup répété que c'était ma résidence et que je pouvais proposer ce qui m'intéressait et qu'ils allaient t'aider à la mettre en place. Exactement. Oui. Ah oui, complètement. Je me suis sentie
j'ai compris que c'est aussi pour moi, quoi. Et que la médiation, elle peut m'apporter quelque chose à moi. Il faut que ça me convienne aussi à moi. Je ne fais pas que proposer. C'est pas un échange de services, voilà. C'est exactement ce que je voulais entendre. Voilà. Je te ferai le chèque. Denis, cette histoire effectivement, de confiance, de durée aussi. Est-ce que finalement ça joue sur le travail? Est-ce que le territoire, parce que dans pas mal de vos textes, ça se passe pas à Paris, ça se passe un peu. Est-ce que le territoire a pu aussi infuser finalement sur le long terme, sans que ce soit forcément écrit? Je pense pas qu'il y ait de texte qui se passe forcément en Mayenne, mais est-ce que finalement ce territoire, il a pas un peu infusé petit à petit? Non, pas vraiment. En revanche, il y a eu en 2021, je crois, on a refait une mini-résidence à l'occasion, je crois, des 10 ans de résidence. C'est ça, 2020, en plein Covid. On a été rappelés, chacun des résidents, à venir une semaine, je crois. C'était une semaine dans un petit appartement charmant près de la gare. Et là, on a eu une commande, parce qu'en fait, la différence... Enfin, je pourrais faire l'histoire des résidences. Mais il y a différents types. Vous avez des résidences en milieu vraiment très rural et, j'allais dire, reculé dans le sens où on vient vous chercher, on vous met dans une maison, vous n'avez pas de voiture, une fois par semaine, on vient vous chercher faire des courses. Non, mais il y a vraiment ça. Moi, j'étais par exemple à la Villa Yourcenar, dans le Nord, qui est soi-disant très prestigieuse. Vous avez une voiture pour 3, il faut remplir 15 formulaires pour pouvoir partir, etc. Donc là, on est dans une résidence en ville. Il y en a d'autres en France, mais c'est important d'être en ville parce qu'il y a l'autonomie. C'est-à-dire, vous pouvez sortir de chez vous quand vous voulez, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez aller faire du sport. Moi, j'ai fait beaucoup de sport ici, je suis allé dans les salles, etc. Donc, il y a quand même, ça dépend ce qu'on recherche, mais il n'y a pas cette solitude imposée. On a Internet, je vous assure, ça a l'air dingue, mais il y a des résidences où il n'y a pas de Wi-Fi parce qu'on vous explique qu'on n'a pas besoin d'Internet quand on est écrivain et qu'il faut se concentrer. Si, j'ai eu ça. Donc voilà, donc ça c'est Laval a cet avantage. Après, tout dépend de ce qu'on recherche. C'est une résidence, on va dire, urbaine. Bien sûr, il faut une voiture pour pouvoir se déplacer, mais il y a beaucoup de bénévoles qui viennent vous aider, qui peuvent venir vous chercher. Il y a aussi ça, il y a aussi ce réseau de bénévoles qui sont vraiment formidables. Je dois le dire. Non, vraiment. Non, mais voilà, parce que j'avais pas vraiment de réponse sur le territoire. Voilà. En revanche, quand on a été rappelé on a eu une commande. Voilà, je voulais en venir à ça. Il y a aussi des résidences où on vous commande un texte. Vous êtes obligé d'écrire quelque chose à la fin de la résidence, ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui est très bien. Mais en 2020, voilà, on a été payé pour écrire une nouvelle qui se passait sur le territoire. Et là, pour la première fois, j'ai en effet écrit un texte qui se passait à Laval, en territoire mayennais. Et le recueil a été publié? Oui, ça s'appelait Paysage. Ouais, on était... voilà. Donc sinon, non, j'ai pas eu d'influence mayonnaise particulière sur mon écriture. Désolé, Enfin, pas forcément. C'est Karim qui disait que c'était extrêmement compliqué, justement, d'oser l'influence de ce que pouvait faire un territoire. Mais il disait que certainement, ça ressortirait à un moment ou à un autre sans qu'ils s'en rendent compte et sans que ce soit clairement Laval, la Mayenne, mais que ces 3 mois ici découpés dans le temps ne pouvaient pas être totalement sans répercussion à un moment ou à un autre sur son écriture, mais comme les autres lieux et les autres moments d'écriture qu'il pouvait avoir. Mais tout simplement parce que quand on est dans un moment dédié à ça, il y a une acuité peut-être particulière à ce qui est autour, au moment où on sort, et que ça se retrouve dans les textes, que ce soit... Après, tout dépend, une fois encore, de l'histoire personnelle de chacun. Moi, j'étais en train de publier mon 3e roman. J'étais au début de ma recherche de reconversion. Je commençais seulement les ateliers d'écriture. Donc, je pense que j'étais beaucoup plus inquiet par ce que j'allais faire, comment j'allais vivre en dehors de l'écriture, quel type d'activité j'allais avoir. Là, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu... faire ces ateliers d'écriture, j'ai pu rencontrer un public parfois difficile aussi, un public très exigeant,
J'ai confronté mon univers à ce public parce que forcément, moi, quand je suis, alors moi, c'était pas érotique, c'était, je travaillais que sur le huis clos, que sur l'angoisse, enfin sur toutes les thématiques qui m'obsèdent dans mes romans. Donc j'avais quand même des participants qui voulaient absolument pas écrire là-dessus. Donc ça a été un grand moment, mais ça a été un très très bon test et ça a été aussi l'occasion de vraiment de savoir ce que je voulais faire. Est-ce que je voulais être dans la transmission? Est-ce que je voulais faire des ateliers d'écriture? Donc ça m'a plus aidé à ce niveau-là. Mais pour l'écriture, moi je suis pas un écrivain du territoire. Je suis plutôt un écrivain de la psychologie, de la folie, de l'inquiétude, de l'angoisse. Donc c'est plutôt les personnes qui m'intéressent pour ensuite les transformer en personnages. Oui, j'ai eu quelques beaux spécimens, mais je leur ai pas dit que j'avais un peu volé leur vie, mais on le fait en permanence. C'est le travail de l'écrivain de voler la vie des autres. Le vampire. Néhémie, il a fait un grand bond en avant, le 3e roman avec La Résidence. Oui, bon, alors, il était déjà très avancé, mais j'espère le finir ici. Enfin, je dis ça tout le temps. Peut-être que je ne devrais pas. À chaque fois, je dis, j'espère finir cet été. Après, j'espère finir cet automne. Après, j'espère. Mais là, j'ai le sentiment quand même d'être en train de vivre mes derniers moments avec ce texte très intense et je suppose vraiment que cet été, encore une fois, que cet été j'aurais mis le point final. Par ailleurs, moi je pense que c'est un espoir à ne pas avoir, hein, celui que l'auteur introduirait le lieu de résidence dans son écriture, soit en cours, soit prochain. Ça peut arriver, ça arrive de temps en temps. Il y a même des livres qui finissent par être vraiment par avoir pour décor le lieu de la résidence, mais c'est très rare. C'est vraiment très très rare. On en fait beaucoup de résidences, en tout cas les auteurs qui en font. Je veux dire, une fois qu'on commence à en faire, on sait que ce dispositif existe et on sait comment ça marche. Je connais beaucoup de multirécidivistes, on va dire. Et, vous, c'était votre première résidence ou vous en aviez déjà fait d'autres? Ah non. Ça, il y a même des risques que ce soit la dernière, plutôt. Non, non. Non, c'est parce que, bon, alors, pour vous dire, j'ai commencé très tôt les résidences. Dès que mon premier roman a été accepté au Seuil en 2016, bon, pour publication en janvier 2017, avec le manuscrit, j'ai écrit La résidence de Mouansartou pour leur dire, donc, vous ne me connaissez pas encore, mais vous allez découvrir quelque chose. Vous allez voir, il y a un auteur qui va arriver en janvier 2017, il faut absolument l'avoir en résidence en août 2017. Et figurez-vous que ça a marché, comme quoi il faut aller avec le culot des fois. Donc, ils ont lu le roman qui n'avait même pas encore été publié. Et ils m'ont accepté en résidence, donc dès été 2017, à Mouansartou, si vous voulez, c'est un petit village à côté de Grasse, c'est dans la région de Cannes. Hein, on est à quoi, une heure de bus de Cannes. Donc j'ai commencé la résidence vraiment en commençant à publier des romans et j'ai fait la Cité internationale des arts à Paris pour la plus grosse et puis plusieurs autres résidences dans la région. J'ai été à Angers, qui est une magnifique résidence de 2 mois. Donc j'en ai fait. Alors pourquoi il y a des risques que ce soit ma dernière? C'est parce que Angers, c'est celle de la fac ou ouais. Angers, non, Angers, c'est juste une résidence pilotée par une association qui est à la médiathèque Toussaint et qui est vraiment une formidable résidence. Parce que pareil, souvent les résidences ne commandent pas de texte ni ne demandent pas de voir des étapes de travail, mais eux, ils payent pour un texte. C'est-à-dire, ils achètent un texte. C'est peut-être ça la solution. Si vous voulez que les textes parlent de Laval, il faut donner de l'argent aux auteurs. C'est des individus d'une très grande moralité, mais aussi très très pauvres, quoi. Je veux dire, on leur dit 2000 € pour un texte, en général ils le font, quoi. Bon, et la résidence d'Angers, commande un texte sur les tapisseries de l'Apocalypse qui est dans leur château. Donc, ils commandent vraiment un texte sur ça. Et en général, on le fait parce que ça nous amuse, pour certains, d'écrire sous contrainte. Et aussi parce que, on est en résidence, on nous paye pour ce texte, on sait que ça fait partie du package. Donc, on le fait. Et la résidence est payée par ailleurs, hein, pour le coup. Alors, il y a des risques que ce soit ma dernière résidence. Je dis ça sans insulter du tout l'avenir, parce que je vais travailler à l'université, je vais m'y remettre. Et toute ma vie, j'étais à l'école. Je veux dire, comme tout le monde, hein, j'ai commencé à 3 ans à l'école, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte,
trentaine passée que j'avais jamais quitté les murs de l'institution. C'est-à-dire, soit j'étais à l'école, soit j'étais à la fac, et puis je me destinais à devenir prof à la fac. Je me dis, oh là là, j'aurais jamais connu une période de ma vie où il n'y a pas un principal ou un directeur, quoi. Je veux dire, vraiment. Et j'ai tout abandonné, mais là je vais y revenir, bon, sous d'autres cieux, mais on peut peut-être, il y a une excellente nouvelle. Oui, je vais travailler à un noyau à partir donc à New York à partir de septembre prochain. Et pour moi, c'est un accomplissement universitaire parce que je suis aussi universitaire. Hein. Je dois me réaccoutumer à le dire, du coup, c'est un peu douloureux. C'est un accomplissement universitaire, mais c'est aussi évidemment un cadre je vais utiliser cette situation comme un cadre de création aussi. Je vais continuer à créer de la littérature, etc. Donc c'est pas parce que je serai à New York que je ne continuerai pas à écrire, y compris en français, quoi. Enfin, je serai quand même à Paris dans le même temps. Mais je travaillerai pendant les semestres étudiantes à NYU. Oui. Vous nous abandonnez ? Ce n'est pas du tout un abandon, c'est pour mieux revenir. Et comme je vais être obligé ce sera un plaisir aussi, de mentionner donc en fin de livre. Donc ce livre a bénéficié des supports du Centre national du livre, de telle ou telle résidence, parce que j'en ai eu une autre entre-temps. Et bien évidemment, je mentionnerai avec grand plaisir Laval, espérant que cet écho fera que vous viendrez acheter ce livre. D'ailleurs, il faut les acheter, les livres. Je suis en train de vendre un livre qui s'appelle Combat. Il est juste là, en plusieurs exemplaires. Et les autres personnes qui sont là sont en train de vendre ces livres-là. Donc, on ne fait pas les débats pour que vous n'achetez pas les livres. Hein. Voilà. Il a raison. J'ai démarré en parlant d'argent, on finit en parlant de littérature et d'argent. Oui, car ces livres ont une valeur et c'est important, effectivement. Je dis acheter pour être taquin, mais c'est une façon de vous dire de les lire. Parce que... D'acheter aussi, parce que quand on peut. On aimerait bien qu'il y ait un débat avec le public si vous avez des questions sur le contenu des livres aussi. On est des résidents, mais avant tout, peut-être des auteurs. C'est la seule table ronde où on était un peu moins sur le contenu des livres. Hein, mais justement, est-ce qu'il reste 7 minutes Est-ce que vous avez des questions à leur poser ? Ils sont tout à vous. Enfin, je ferai barrage. Non ? Vous faites votre timide. Mais on va répondre quand même. Donc, pour vous dire que l'expérience de résidence, dans mon cas, même si je risquerais de ne plus beaucoup en faire par le fait d'être figé ailleurs physiquement, je veux dire, c'est pas seulement une expérience littéraire. C'est aussi une expérience personnelle, soit dans la solitude que tu as décrit, Denis, mais c'est aussi une expérience personnelle dans le sens où il y a toute une plage de rencontres et de nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, mais après qu'on oublie d'oublier. Moi, je me souviens très bien des premières personnes que j'ai rencontrées dans des résidences. Même parfois, quand j'oublie certains noms, c'est des visages dont je me souviens et même des histoires dont je me souviens. Là, c'est là qu'on voit qu'on a des écrivains sur scène, les gens qu'on oublie d'oublier. Quelle poésie, j'adore. Je vais peut-être, si vous n'avez pas de questions, je vais peut-être les libérer. On a fait quelque chose à ajouter, rien, Denis. Tu veux revenir l'année prochaine Je vais me réinviter l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Avec un nouveau livre, peut-être l'année d'après. Ouais, c'est un peu chaud. Amour fou vient de sortir, là. Ça fait... C'est un peu compliqué, mais peut-être sous une autre forme. Travailler au bar, ramener les plateaux repas. Et Elsa, bienvenue dès le mois d'octobre pour la résidence. J'imagine que, on l'a dit, il y a encore du travail d'élaboration avec lecture en tête, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'ateliers d'écriture, mais il peut y avoir des choses au cinéma, au théâtre, la palette est vaste. Et puis, on attend vos prochains livres à tous les trois.
Alors toi, bon, il vient tout juste de sortir, on va attendre un petit peu, mais évidemment, on attend le prochain livre de Néhémie Pierre Dahomey avec grande impatience. Elsa, il va falloir s'y mettre, et puis oui, faut s'y mettre, hein, hop. Avec ce beau projet, d'ailleurs. Enfin, j'aime beaucoup le sujet. Et puis, Denis, c'est un long compagnonnage et on vous retrouvera de toute façon l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Un grand merci à tous les trois et lisez-les. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai lancé la perche sur la fin en disant on n'est pas obligé de faire que des ateliers d'écriture, il y a d'autres choses. Et effectivement, là, vous avez... Pour ma carte blanche, au lieu d'un écrivain comme peut-être on s'y attendrait, j'ai invité. Alors la carte blanche, c'est la possibilité pour l'auteur en résidence. Ça va tomber sur toi aussi, Elsa, je te le dis. C'est la possibilité pour l'auteur en résidence d'inviter un artiste, une artiste, écrivaine ou pas. Et j'ai choisi d'inviter un réalisateur. Et hier, on a regardé donc son premier film, qui est un court-métrage du nom de Brave. Et on a regardé un autre film, 3 machettes, et on a commenté. C'était pour moi un très bon moment, un très beau moment aussi. Moi, j'ai fait plein de propositions de rencontres. Et donc, on verra ce qu'on choisit. Mais il y avait aussi l'idée de croiser les écritures documentaires et romanesques en invitant une réalisatrice de film avec une romancière autour de la question de l'écriture des personnages collectifs et des voix collectives et comment à un moment quelqu'un, c'est-à-dire le réalisateur ou l'écrivain, met tout ça ensemble et en prend la responsabilité aussi, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas que toi qui fais ça. Denis, pour ta carte blanche, t'avais fait quoi, toi? J'avais tout simplement... Les gens veulent plus, ils osent pas partir. Ils osent pas partir, mais il reste quelques minutes. Pas encore partir. Moi, on m'a dit que c'était jusqu'à 45, c'est qu'il est 43. J'ai pas parlé. Non, j'avais invité tout simplement une amie écrivain et c'était blindé. Ça s'est super bien passé. Elle a vendu plein de bouquins. Donc personne m'écoute. C'était qui? C'est trop tard. Mais si, c'était qui? Et elle a vendu plein de bouquins. Ça s'est super bien passé. On t'a tous écouté. C'était qui? C'était Pia Peterson. Chez Actes Sud. Non, c'était un très bon moment. Voilà, carte blanche. Vous vous en souvenez? Oui. Ah, voilà. Tu vois? Et cette fois, on les applaudit, on les libère.